Un médecin est terrassé par un mal terrible et mystérieux. Notre pire crainte était qu'il ne survive pas. Les terrifiants symptômes surviennent sans crier gare, s'abattant comme la foudre sur leurs victimes qui luttent contre la mort. J'ai cru que je le voyais pour la dernière fois. Les médecins sont confrontés au cas le plus énigmatique de leur carrière et ont besoin de toute la coopération de leurs patients pour enrayer la maladie mortelle. Dans la banlieue cossue de Prairie Village, au Kansas, le cardiologue Mike Farrar entame sa séance d'exercice matinale quand, soudain, il est victime d'un malaise. D'horribles douleurs lui déchirent le ventre. Il faisait chaud et à la fin de mon entraînement, j'ai été pris de nausées et de vomissements. Au bout de quelques minutes, il parvient à rassembler ses forces et à regagner son domicile en chancelant. Comme les douleurs étaient très violentes, je me suis dit que j'avais attrapé quelque chose d'inhabituel. Sa femme, Deborah, médecin elle aussi, est surprise par ce malaise soudain. La veille, son mari se portait encore comme un charme. Le lendemain, bien que toujours en proie à ces violentes douleurs, Mike part travailler. Je n'avais jamais manqué plus d'un jour de travail en 10 ans. J'étais en parfaite santé, j'avais 40 ans et je n'avais jamais été hospitalisé ni opéré. Mais Kent Barr, un collègue cardiologue de Mike, voit bien qu'il est très malade. Il avait des nausées, des vomissements, de la fièvre. Il était très mal. Malgré ces troubles, Mike continue sa journée et refuse de rentrer chez lui. Ce soir-là, je lui ai proposé de rester de garde à sa place. Mais c'est un dur. Et il m'a dit « Non, je peux le faire ». Mike reste donc à l'hôpital, mais il est de plus en plus inquiet sur la cause de son mal. Il demande l'avis du docteur Greg Barber, gastro-entérologue. Il m'a dit qu'à son avis, c'était probablement juste une grippe intestinale ou une gastro-entérite d'origine virale, et que si les troubles persistaient, il faudrait voir ça de plus près. Une même maladie peut présenter des formes variables. On peut avoir une gastro-entérite légère ou sévère. Je pensais que la sienne était plutôt sévère, mais ses symptômes restaient dans le cadre de ce qui pouvait être une gastro-entérite infectieuse. Mais le mal progresse rapidement. Je suis rentré chez moi, j'ai mangé avec ma famille, puis j'ai été pris de nausées et de vomissements irrépressibles. Je vomissais jusqu'à 20 fois par heure et ça a duré toute la nuit. J'avais une violente diarrhée et des douleurs abdominales qui me causaient des brûlures intolérables. Le lendemain matin, Deborah conduit Mike à l'hôpital en toute hâte. Quel est donc ce mal sournois qui frappe son mari au point de mettre ses jours en danger? Au moment de son admission, Mike, brûlant de fièvre, est au plus mal. Les médecins analysent son sang et ses selles. Nous avons commencé par pratiquer des examens relativement courants en gastro-entérologie. Culture des selles, de divers fluides corporels, y compris le sang, dans l'espoir de le traiter rapidement pour qu'il puisse rentrer chez lui et reprendre son travail. Mais il y a quelque chose de troublant dans les symptômes de Mike. Généralement, les gens qui ont une simple gastro-entérite, des vomissements ou de la diarrhée ne sont pas aussi mal en point. Ils sont malades, mais ensuite ils récupèrent. Mike, lui, était si mal en point qu'il pouvait à peine marcher ou parler. Et il était très déshydraté.
Les premiers résultats n'offrent aucun indice sur le mal dont souffre Mike. Les cultures n'ont rien révélé d'anormal. Pas de globules blancs, pas de bactéries. Comment les résultats peuvent-ils être normaux alors que Mike est si malade? En matière de maladies infectieuses ou de microbiologie, on sait que nous n'avons identifié qu'un très petit pourcentage de germes ou d'organismes pathogènes. Un tout petit nombre seulement. S'il souffre d'une maladie que les médecins n'ont encore jamais vue, peuvent-ils l'identifier et l'enrayer avant qu'il ne soit trop tard? Les médecins tentent d'en savoir plus en s'adressant à la personne la plus proche de Mike, sa femme Deborah. Elle apportait un autre point de vue. Elle était à un poste d'observation privilégié, car elle voyait à la fois ce qui se passait à l'hôpital, comme moi, mais elle pouvait aussi être mes yeux et mes oreilles à la maison. Deborah évoque leurs dernières vacances. Il venait de rentrer du Pérou, 5 semaines plus tôt. Il était en Amérique du Sud, dans un environnement où il y a pas mal de bestioles. Les médecins apprennent que 7 semaines auparavant, Mike et Deborah ont participé à un voyage organisé en Amazonie avec leur fils Tim et un groupe d'une 40aine de personnes. Une véritable aventure au cours de laquelle ils ont visité des ruines incas, entrepris l'ascension du célèbre Machu Picchu et essayé toutes les spécialités locales. Il avait mangé des choses douteuses, notamment de la nourriture achetée à des vendeurs de rue. Je pensais qu'il avait contracté une maladie tropicale, une infection d'origine virale ou bactérienne, ou peut-être même un parasite que nous n'arrivions pas à cultiver par nos techniques habituelles. Le voyage de Mike en Amérique du Sud est-il à l'origine de ces troubles? Est-il victime d'un virus rare et potentiellement mortel? Nous n'avions pas beaucoup d'indices, ni de données susceptibles de nous mettre sur la voie. On ne s'expliquait pas pourquoi il était si malade. Mais à supposer même que Mike ait contracté une maladie tropicale, les analyses de sang et de sel devraient le révéler. Les médecins commencent à croire que son voyage au Pérou n'a peut-être aucun rapport avec sa maladie. Au début, j'ai soupçonné qu'un organisme que nous n'avions pas les moyens scientifiques de détecter était à l'origine de la maladie. Je crois que pour un médecin de notre époque moderne, c'est très exaspérant, parce qu'on s'est habitué à ce que beaucoup de choses s'expliquent. Et ce, beaucoup plus en détail qu'il y a à peine encore quelques décennies. Les médecins mettent alors Mike sous antibiotiques pour tenter de combattre l'étrange mal dont il souffre. Mais malgré leurs efforts, son état ne cesse de se détériorer. J'espérais qu'on allait trouver le remède miracle qui allait le remettre sur pied. Comment les médecins peuvent-ils enrayer une maladie qu'ils rencontrent pour la première fois? Voir un confrère malade donne à réfléchir, parce qu'on se met à sa place. On se dit, ça pourrait être moi ou n'importe qui d'autre. L'état de Mike s'aggrave de minute en minute. Son taux de globules blancs, auparavant élevé, est maintenant en chute libre. Sous les yeux horrifiés de son épouse et de ses collègues, l'état du patient décline très rapidement. Mais l'origine de son mal demeure obstinément obscure. En soignant l'un des leurs, c'est comme s'ils soignaient un membre de leur famille. Ils suivaient toutes les pistes possibles. Ils traquaient le moindre signe susceptible d'apporter une solution. L'organisme de Mike montre des signes de défaillance. Il était très déshydraté, affaibli. Et il vomissait même quand j'étais en train de lui parler. La douleur était atroce. Ces médecins chevronnés sont désarçonnés par l'aggravation des symptômes.
Un mystérieux virus a-t-il pu ainsi ravager son organisme en moins d'1 semaine? Les médecins peuvent-ils trouver les moyens d'enrayer ce fléau potentiellement mortel pour leurs patients, mais aussi, qui sait, pour eux-mêmes? En août 1985, le cardiologue Mike Farrar, victime d'un virus abdominal extrêmement violent, lutte contre la mort. Les médecins n'y comprennent rien, mais soupçonnent une maladie contractée lors de son récent séjour au Pérou. Il peut arriver qu'on tombe sur des cas déconcertants. Mais généralement, l'état du patient s'améliore progressivement. Il n'y a pas ces rechutes soudaines dont il a été victime, malgré la poursuite du traitement. Si Mike a contracté ce virus lors de ses vacances au Pérou, se peut-il qu'il ait été en incubation jusque-là et qu'après avoir couvé, la maladie se soit brutalement déclarée? L'incubation peut prendre des semaines ou des mois après un voyage. Et les touristes sont moins souvent touchés que les habitants des zones tropicales. Avant tout, on a cherché à savoir si quelqu'un d'autre dans la famille était malade. La plupart des participants au voyage en Amazonie, y compris les membres de la famille de Mike, ont souffert de la classique diarrhée du voyageur. Mais leurs troubles n'ont pas duré et ils se sont rétablis depuis des semaines. Tous les autres se portaient bien. Sa femme allait bien, ses enfants aussi. Quant aux autres voyageurs, aucun n'était malade. C'était tout de même curieux. Si un des voyageurs est aussi gravement touché, on se dit qu'il devrait y en avoir d'autres. Les amis et collègues de Mike sont terriblement inquiets pour lui. Il semblait avoir capitulé, comme s'il se disait « Je suis très malade et je ne vais pas guérir ». Il semblait avoir baissé les bras. Comme les médecins ne parviennent pas à identifier l'origine du mal, ils n'ont aucun moyen sûr d'éviter une éventuelle contamination de ceux qui approchent le malade. Ils doivent informer le gouvernement fédéral de la situation. Nous avons appelé les médecins du CDC, le Centre de contrôle des maladies infectieuses, pour leur demander ce qu'ils pensaient de ce cas et des résultats de laboratoire. Tandis que les médecins s'évertuent à élaborer un diagnostic, Mike va de mal en pis. L'inflammation bactérienne ravage sa circulation sanguine et il est atteint d'infection généralisée. On a pensé que sa paroi intestinale avait été attaquée par l'infection. Ainsi, les bactéries pouvaient s'infiltrer beaucoup plus facilement dans la circulation sanguine. Pour combattre l'infection massive, les médecins posent une voie centrale qui leur permet d'injecter du sérum et des antibiotiques directement dans la circulation sanguine du patient. Ma femme, qui était médecin, était présente et a proposé à une des infirmières de poser elle-même la voie centrale. Grâce à ses compétences médicales, Deborah peut apporter une aide précieuse aux médecins. Deborah est une femme très intelligente. C'était une oncologue et une interniste confirmée. Et chacun de nous avait environ 9 ans d'expérience post-universitaire en médecine interne. Le couple est miné par la mésentente, mais la présence dévouée de Deborah réconforte Mike dans ces moments difficiles. Ça a été une période noire de ma vie, à la fois physiquement et psychologiquement. Au fil du temps, il est devenu déprimé. Mike parviendra-t-il à surmonter sa maladie? Quelle qu'en soit l'issue, Deborah sera à ses côtés. Mais malgré le soutien moral de sa famille et de ses amis, sa santé continue de se détériorer. Mike flotte dans un état de semi-conscience.
Au moment des changements d'équipe, quand je voyais les gens venir travailler, je les regardais en me disant « Ils viennent travailler aujourd'hui. Ce soir, ils vont rentrer chez eux. Demain, ils seront à nouveau là. Et quand ils reviendront, je serai mort. » Nous n'avions aucune explication à sa maladie. Il n'y avait pas d'infection. Et l'inflammation était si virulente que nous ne savions absolument pas ce qui la provoquait. Le CDC finit par fournir une explication, mais n'est-il pas trop tard? Ils pensaient que c'était peut-être la fièvre typhoïde. 400 cas de typhoïde sont diagnostiqués chaque année aux États-Unis. Si la maladie n'est pas contagieuse, elle peut en revanche être mortelle si elle n'est pas soignée. Mais Mike a reçu les soins adéquats. Alors pourquoi son état empire-t-il? Les médecins craignent que le CDC ne fasse fausse route. Ça ne se présentait pas vraiment comme une fièvre typhoïde. Il était très malade, mais ses symptômes gastro-intestinaux étaient plus sévères que je ne l'aurais prévu. Roma Toms, collègue et amie de longue date de Mike, sait combien il se bat et elle vient souvent le voir. Quand j'ai vu son visage, j'ai eu un choc. Je me suis dit qu'il allait mourir. Ça m'a fait froid dans le dos. J'étais bouleversée de le voir comme ça, mais je ne voulais pas qu'il s'en rende compte. En sortant de sa chambre, j'ai rencontré un de ses collègues, je l'ai regardé et je lui ai demandé « Il va mourir, n'est-ce pas ?» Il m'a répondu « Non, non, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Il a attrapé quelque chose quand il était à l'étranger, mais on va le soigner. » Le médecin ne sait pas si bien dire. Progressivement, son état s'est amélioré. Il était moins déshydraté, on a pensé que les antibiotiques faisaient leur effet et sa fièvre a baissé. Mais les médecins ne sont toujours pas sûrs qu'il s'agit de la typhoïde. Il semblait aller mieux, mais nous n'arrivions pas à identifier le germe ou l'organisme qui avait causé la maladie. Un virus tropical peut-il frapper comme la foudre puis disparaître aussi soudainement? Après 7 jours d'hospitalisation, Deborah peut enfin ramener son mari à la maison. Mais Mike n'est pas sur pied pour autant. Le simple fait de traverser la rue est une épreuve. Il y avait beaucoup de circulation. J'ai dû courir pour éviter les voitures. Et arrivé au milieu de la rue, je n'en pouvais plus. J'ai dû ralentir et marcher. J'ai failli ne pas arriver à temps de l'autre côté. C'était terrifiant. Là, j'ai compris que c'était grave, parce que j'étais si faible que je n'arrivais même pas à faire 15 mètres en courant pour traverser la rue. À sa sortie de l'hôpital, Mike constate que son appétit est revenu pour la première fois depuis une semaine. Après cette terrible épreuve où il a frôlé la mort, il est heureux de prendre ce premier repas en famille. Tim aimait cuisiner. D'ailleurs, il voulait en faire son métier. Il a fait des spaghettis qu'il nous a servis à tous. C'était très bon. Mais peu après le repas, Mike se sent mal à nouveau. Ce soir-là, j'ai été repris des mêmes symptômes violents. Douleurs abdominales, nausées, vomissements incoercibles, diarrhée et déshydratation. C'est un homme à demi conscient que Deborah conduit en toute hâte aux urgences. Il est rentré chez lui, a pris un repas, et 2 heures plus tard, il était de retour à l'hôpital avec exactement les mêmes symptômes que la semaine précédente. Nous étions vraiment perplexes. Mike sait que ses jours sont à nouveau en danger. Lors de ma seconde hospitalisation, je me suis dit que j'avais vraiment quelque chose de très grave. J'étais épouvantablement malade.
Ses amis et collègues sont anéantis par cette rechute. C'était un coup terrible pour tous ceux qui le connaissaient à l'hôpital et qui avaient travaillé avec lui. Deborah et les médecins se demandent comment le mal mystérieux a pu frapper à nouveau quelques heures à peine après sa sortie de l'hôpital. C'est comme s'il était au bord du gouffre et qu'on ne savait pas quand il allait tomber, mais qu'on savait tous que la chute était inéluctable. Le fléau mortel continue à déjouer tous les efforts des médecins. Il rôde autour du malade, guettant le moment de frapper à nouveau. Dans une petite ville de la banlieue de Kansas City, le docteur Mike Farrar est victime d'un virus inconnu. Après une hospitalisation de plusieurs jours, son état s'est amélioré et il a pu rentrer chez lui. Mais quelques heures plus tard, les terribles symptômes ont recommencé. Je ne croyais pas qu'il ait été exposé à un facteur inhabituel ou à une source d'infection qui l'avait fait rechuter. Il n'y avait aucune explication valable. Une rechute de la typhoïde étant impossible, les médecins se retrouvent à la case départ. Ils n'ont pas de diagnostic. Ne pas pouvoir expliquer pourquoi quelqu'un est si malade et frôle la mort de façon répétée, c'était très frustrant et angoissant. Les médecins espèrent que Deborah, l'épouse de Mike, pourra les aider à résoudre l'énigme. Je faisais tout pour qu'elle nous aide à découvrir pourquoi l'état de Mike était si fluctuant. Qu'elle nous dise pourquoi son état se détériorait ainsi. J'espérais qu'elle nous fournirait des indices. Quelle différence entre l'environnement de l'hôpital et celui de sa maison pour qu'il soit si mal en point? Y aurait-il un champignon ou une bactérie pathogène chez les Farrar? Les médecins sont bien décidés à résoudre le cas le plus complexe de leur carrière. J'ai ouvert mon manuel des maladies infectieuses et j'ai lu toute la partie consacrée aux gastro-entérites et aux pathologies de l'intestin, de l'estomac et de l'intestin grêle, à la recherche d'une maladie qui m'aurait échappé. Les médecins procèdent aussi à des analyses plus poussées. Nous avons effectué des examens supplémentaires. D'abord, observation du côlon par coloscopie et ensuite, recherche d'infection dans l'estomac. Nous avons obtenu un schéma complet de l'intestin grêle. Le patient boit une solution de contraste appelée barium qui permet de visualiser les 7 mètres de l'intestin grêle pour y détecter un épaississement de la paroi intestinale ou une infection du côlon. Dans cet océan d'incertitude, Mike parvient cependant à garder une attitude positive. Il a courageusement fait face en disant « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il n'a jamais sous-estimé notre travail. Mike décrit précisément aux médecins ses troubles physiques. Par contre, il omet de mentionner un autre facteur susceptible d'affecter sa santé, ses problèmes de couple. Quand on joue sans avoir toutes les cartes en main, on n'a aucune chance de réussir. J'avais vraiment le sentiment que mes problèmes de vie privée ne regardaient personne. En rentrant d'Amazonie, Mike a découvert que sa femme abuse de tranquillisants pour lutter contre la dépression. Car Deborah supporte mal de n'être plus qu'une mère au foyer et d'avoir renoncé à son métier de médecin pour aider la carrière de son mari. Mike sait que leur couple part à volo. J'étais en pleine séparation. J'avais dit à ma femme que je voulais divorcer à peu près un mois plus tôt. La dépression de sa femme et le divorce imminent minent le moral de Mike. Ces problèmes de couple ont-ils un lien de cause à effet avec ses troubles physiques? Deborah serait-elle à l'origine de sa maladie?
Les résultats des examens médicaux arrivent enfin et les médecins font une découverte surprenante. La paroi intestinale était complètement lisse. Normalement, elle présente un aspect buissonneux, à l'échelle microscopique, bien entendu. Le fait qu'elle soit totalement lisse pouvait suggérer une ou deux affections, peut-être la sprue ou la sprue tropicale. Les médecins tiennent enfin un diagnostic. La sprue tropicale est une maladie de l'estomac que Mike a dû contracter au Pérou et qui l'a rendu intolérant à certains aliments. Cela expliquerait sa violente rechute après avoir mangé chez lui. Comme il avait mangé des spaghettis, on s'est demandé si ce n'était pas d'origine alimentaire. Était-ce une réaction allergique à la nourriture? Pensant que Mike est allergique au gluten contenu dans le blé, les médecins lui imposent un régime strict et son état s'améliore. Au bout d'une semaine, il peut enfin rentrer chez lui. Mais il est si faible qu'il doit prendre ses repas au lit. Pour être honnête, on se demandait s'il allait survivre. Il était gravement malade, perdait beaucoup de poids et l'alimentation posait problème. Deborah et les enfants entourent Mike de leurs soins. Elle me servait mes repas et m'aidait dans mes activités quotidiennes parce que j'étais de plus en plus faible et sans force. Depuis qu'il suit son régime sans gluten, Mike va mieux. Mais il ne croit pas au diagnostic des médecins. Comment une allergie alimentaire peut-elle être aussi soudaine et brutale? Je n'avais jamais eu la moindre allergie alimentaire, donc pour moi, ça ne pouvait pas être ça. Mike vérifie son hypothèse en mangeant des tranches de pain. Mon état n'a pas empiré. Je ne croyais donc pas à ce diagnostic. Si l'alimentation n'est pas en cause, alors l'origine de la maladie reste un mystère. Mais pour l'heure, Mike va mieux. Et une semaine après être rentré chez lui, il se sent assez bien pour prendre son premier repas devant la télévision. Il passe enfin un peu de temps avec ses 3 enfants. Les enfants savaient que j'étais malade et que je passais beaucoup plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Les enfants sont aussi conscients que leurs parents sont en plein conflit. C'était compliqué par le fait qu'ils savaient que nous étions en train de divorcer. Et je pense que ça leur posait beaucoup de problèmes psychologiques. Mais Mike n'a décidément pas de chance. En plein dîner, il est à nouveau en proie aux terribles symptômes. Je savais exactement ce qui allait se passer. Je savais que j'aurais des nausées et des vomissements pendant environ 24 heures, que j'aurais une diarrhée qui durerait entre 24 et 48 heures et que j'allais subir ces horribles brûlures d'estomac pendant plusieurs heures. Pour la 3e fois, Mike est hospitalisé. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Il entrait à l'hôpital et au bout de quelques jours de traitement, son état semblait s'améliorer. Puis il rentrait chez lui et tout recommençait. On a vraiment cru que ce ne serait qu'une question de temps et qu'au bout d'un certain nombre d'hospitalisations, il ne récupérerait pas. Les intestins de Mike sont si abîmés que toute nourriture lui est désormais interdite. Il perdait du poids. En fait, il en perdait tellement et il avait une telle carence en protéines qu'on a dû le renvoyer chez lui et l'alimenter par perfusion intraveineuse. On lui a dit de ne plus rien manger jusqu'à ce que ses lésions intestinales aient guéri, quelle qu'en soit la cause. Quand nous l'avons mis sous perfusion, une fois franchi le cap difficile avec les antibiotiques, les vitamines et la suppression du gluten, nous espérions que sa paroi intestinale se reconstituerait et qu'il pourrait se réalimenter de façon autonome. La médecine ne peut agir que jusqu'à un certain point. Ensuite, on renvoie le patient continuer le traitement chez lui car il faut libérer des lits. L'hôpital ne peut pas garder de patients dont l'état ne va pas s'améliorer. Le patient est autorisé à rentrer chez lui en convalescence. Dès son retour,
il constate avec stupéfaction qu'il pèse le même poids que son fils adolescent. À la fin de ma troisième crise, je devais peser 55 kilos. Un jour, je me suis regardé dans la glace et j'ai eu un choc en voyant combien j'étais malade et affaibli et à quel point j'avais maigri. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Mais depuis son retour, Deborah s'occupe de lui avec une sollicitude de tous les instants. Elle était vraiment inquiète et soucieuse de ma guérison. Et elle m'aidait beaucoup dans tous les aspects du traitement, y compris la nutrition par perfusion. Mais certains commencent à remettre en cause la pureté des intentions de Deborah. La maladie de Mike défie toute logique et dans l'entourage du couple, on se pose des questions. Je revenais chez moi et très vite, je rechutais violemment. Je retournais à l'hôpital et j'allais mieux. Certains de mes amis se demandaient si quelqu'un n'essayait pas de m'empoisonner. Mais j'avais beau avoir des rapports exécrables avec ma femme et vouloir divorcer, je la croyais incapable de faire une chose pareille. Cette fois, la mystérieuse maladie semble s'être dissipée pour de bon. Mike est rentré chez lui depuis une semaine et il va de mieux en mieux. Il parvient même à reprendre son travail de cardiologue. Le soir, j'étais fatigué. Je ne prenais aucune garde de nuit et je me contentais de lire les électrocardiogrammes et à faire passer des tests d'effort. Bref, des actes qui n'étaient pas trop éprouvants physiquement. Mike reprend peu à peu une vie normale, mais cela ne va pas durer. Le cardiologue fait une découverte alarmante dans les affaires de toilette de sa femme. J'ai trouvé dans un tiroir un sac contenant une douzaine de sachets de graines de ricin, 3 fioles vides de chlorure de potassium et une fiole d'adriamycine, un médicament utilisé en chimiothérapie. Je ne comprenais pas ce que ma femme faisait avec des graines de ricin. La mention « poison mortel » figurait en long et en large sur les sachets. Et l'adriamycine, qui est un anticancéreux, est aussi un produit très toxique. Pourquoi Deborah a-t-elle ces produits en sa possession? Et pourquoi des graines de ricin en particulier? Je lui ai demandé ce qu'elle en faisait. Elle a dit que les graines de ricin étaient destinées à un projet scolaire de notre fils Tim. Mike n'est guère convaincu par les réponses de sa femme. Elle ne s'intéressait absolument pas à la botanique, au jardinage ou à ce genre de choses. D'ailleurs, ça n'expliquait pas le potassium et l'adriamycine sur lesquels elle n'a pas répondu. Étant donné leurs récents problèmes de couple et les explications embrouillées de Deborah, est-il possible qu'elle ait envisagé l'impensable? Je me suis dit que si elle voulait utiliser ces produits pour se suicider, c'était pour le moins curieux. Deborah, qui a été un médecin respecté et une mère équilibrée, commence à avoir un comportement étrange. Quand Mike la surprend un couteau à la main, il s'interroge sérieusement sur sa santé mentale. Ma femme buvait beaucoup. Elle menaçait de se suicider. J'étais très inquiet pour son équilibre psychologique et celui des enfants. J'ai donc appelé son psychiatre qui m'a conseillé de la faire interner en hôpital psychiatrique. La police vient chercher Deborah pour l'emmener à l'hôpital. Après 17 ans de mariage, les rapports du couple se sont dégradés jusqu'à atteindre le point de non-retour. Elle est admise dans une clinique psychiatrique où elle est traitée pour abus de psychotropes. Mike est préoccupé par la santé mentale de sa femme et par la découverte des sachets de graines de ricin. Peut-il y avoir un lien entre les deux? J'ai cherché dans un manuel de médecine que j'avais chez moi. Il y avait 2 paragraphes sur les graines de ricin disant que c'était une substance hautement toxique. J'ai eu un frisson dans la nuque. C'était terrifiant. Quand j'ai lu ça, ça m'a glacé. Mike est pris de vertige. Il pense avoir découvert les réponses que ses médecins ont si longtemps cherchées.
Le cardiologue Mike Farrar se remet lentement d'une affection intestinale aussi virulente que mystérieuse. À plusieurs reprises, il a eu une crise chez lui, puis a lentement recouvré la santé à l'hôpital. Il a ainsi frôlé la mort quelquefois. Puis il a découvert par hasard, dans les affaires de sa femme, des graines de ricin. Pourquoi Deborah est-elle en possession de tels sachets? Il se trouve que les graines de ricin contiennent de la ricine, un poison extrêmement toxique. La ricine peut causer une maladie mortelle entraînant nausées, vomissements sévères, douleurs abdominales, diarrhée, fièvre, frissons et tous les symptômes que j'avais eus. La ricine étant un produit très rare, comment Deborah en connaîtrait-elle la toxicité? Poison de choix dans la littérature policière du début du XXe siècle et oublié depuis, la ricine a fait récemment les manchettes des journaux. En février 2004, une lettre contenant ce poison a été adressée au Sénat des États-Unis, provoquant l'évacuation et la décontamination d'une 50aine d'employés. Mike décide de faire part de ses découvertes au docteur Nick Szilagyi. Je lui ai parlé de mes problèmes avec ma femme. Je lui ai donné les articles en lui faisant un bref résumé et je lui ai dit qu'après les avoir lus, j'étais convaincu qu'elle m'avait empoisonné. Je lui ai dit, Mike, c'est très possible. Et ça collait parfaitement, à cause du phénomène de yo-yo qu'on avait observé. À l'hôpital, son état s'améliorait, et dès qu'il rentrait chez lui, il retombait malade. C'était plus cohérent que tout ce qu'on avait trouvé jusque-là. Après un internement de 4 jours, Deborah est autorisée à quitter l'hôpital. Elle ignore que Mike s'est documenté sur les graines de ricin et leur utilisation comme poison. Je n'ai pas prévenu la police. Je pensais qu'on ne me croirait pas, qu'on me prendrait pour un mari parano en instance de divorce qui en veut à sa femme et qui essaie de la traîner dans la boue. Plutôt que d'affronter sa femme franchement, Mike juge préférable de s'éloigner d'elle. Je me suis dit, je vais en rester là, me tenir loin de mon ex-femme et ne rien manger de ce qu'elle me donne. Quelques jours plus tard, Mike la rencontre à un match de soccer auquel participe leur fils. Elle m'a tendu une tasse de cappuccino en me disant que Tim l'avait préparé tout exprès pour moi. Elle m'a dit « Sois un bon père, bois », mais je n'y ai pas touché. Mike sait qu'il ne servirait à rien d'apporter la tasse à la police. Si j'étais allé voir la police en disant « Ma femme essaie de m'empoisonner avec de la ricine. Prenez cette tasse et analysez-la », ils ne m'auraient pas cru. Ils auraient pensé que j'avais très bien pu mettre le poison moi-même. Ça ne prouvait rien. Exaspéré et diminué par la maladie, Mike ne fait-il pas de sa femme un bouc émissaire? Mais s'il dit vrai, il lui sera difficile de le prouver. Dans cet hôpital, on ne peut pas faire une prise de sang et l'envoyer au labo en demandant un dépistage de ricine. Ça ne se fait que dans certains centres spécialisés. Ce soir-là, Mike reçoit sur son téléavertisseur un appel provenant de son domicile. C'est sa femme. Elle a trop bu et elle a du mal à articuler. Très vite, elle coupe court en raccrochant au nez de Mike. Il reçoit un autre appel, mais cette fois, ce n'est pas sa femme. Vers minuit et demi, un de mes voisins m'a appelé pour me dire que ma maison était en feu et qu'il fallait que je vienne sur le champ. Quand les pompiers arrivent, Deborah et leur fille de 10 ans, Lisa, ont réussi à échapper aux flammes. En arrivant sur les lieux, Mike s'inquiète avant tout de ses enfants. Quand je suis arrivé, la maison était un véritable brasier. Je me suis précipité sur le premier policier que j'ai vu et je lui ai demandé où étaient mes enfants.
Il m'a conduit à une voiture de police où se trouvaient ma femme et ma fille, et il a dit que mes 2 autres enfants étaient toujours dans la maison. J'ai poussé un hurlement, j'ai crié à ma femme « Qu'est-ce que t'as encore fait ?» Et j'ai regardé brûler ma maison. J'ai compris en quelques secondes qu'ils n'avaient pas la moindre chance d'en sortir vivants. Son fils Tim et sa fille Kelly périssent dans l'incendie. Pendant 3 jours, la police enquête avant de conclure à un incendie criminel provoqué par la présence d'un agent accélérateur. Ce n'était pas un accident. J'ai parlé longuement aux policiers et aux procureurs. Et pendant toute cette période, je continuais à perdre du poids et à me sentir mal. Ensuite, je me suis mis à avoir des poussées de fièvre modérées et des frissons. Et puis, j'ai commencé à avoir des suées nocturnes. Mike, qui vit désormais loin de Deborah, continue à souffrir d'étranges symptômes. Aurait-il fait erreur en accusant sa femme? Se serait-il trompé sur toute la ligne? Il avait une fièvre persistante, symptôme qui, quand il est d'origine inconnue, peut être causé par une endocardite infectieuse. Cette fois, les médecins sont en mesure d'établir un diagnostic. L'une des valves cardiaques de Mike est atteinte d'infection bactérienne. Mais s'agit-il d'une nouvelle maladie ou d'une conséquence de l'empoisonnement à la ricine? Pour lever toute suspicion, les médecins font analyser un échantillon du sang de Mike par un laboratoire spécialisé. Ils espèrent y trouver des anticorps à la ricine. On ne peut pas pratiquer un test de dépistage de poison à tous les patients qui arrivent à l'hôpital avec une diarrhée. C'est un phénomène trop rare. Mike subit une intervention chirurgicale pour réparer sa valve cardiaque défaillante. C'était une situation franchement ironique. Vous avez un cardiologue qui a passé sa vie à examiner des cœurs malades et à soigner des cardiaques, et voilà qu'à son tour, il est victime d'une infection des valves cardiaques. Pendant que Mike se remet lentement de sa longue maladie, le laboratoire livre les résultats d'analyse. Ceux-ci confirment la présence d'anticorps à la ricine dans son sang. Mike a bien été empoisonné. J'étais marié depuis près de 17 ans. Même si je voulais divorcer pour un certain nombre de raisons que je jugeais valables, je n'aurais jamais pensé qu'elle était capable d'un acte aussi abominable, aussi cruel. Et ce n'est pas tout. Selon les policiers qui ont enquêté sur l'incendie, c'est Deborah qui aurait mis le feu à la maison. Pas une fois il ne m'a traversé l'esprit que mes enfants pouvaient être en danger avec elle. Même si ma femme avait essayé de me tuer, j'étais absolument certain qu'elle ne s'en prendrait jamais aux enfants. Deborah Green est arrêtée et inculpée de 2 meurtres au premier degré, 2 tentatives de meurtre au premier degré et incendie criminel. Elle purge actuellement une peine de 40 ans de réclusion dans une prison du Kansas. Comment cette femme a-t-elle eu l'idée diabolique d'empoisonner son mari à la ricine? Elle lisait beaucoup et elle avait un recueil de nouvelles d'Agatha Christie paru en 1929. Il y avait dans ce bouquin une nouvelle intitulée « La maison de la mort qui rôde », qui parlait d'empoisonnement à la ricine. Je ne lui pardonnerai jamais, c'est clair. Mais elle est là où elle doit être, à l'écart de la société. Et c'est ce qu'il fallait. Malgré les horribles souffrances qu'il a endurées, aujourd'hui, il est en bonne santé, du moins physiquement. Mais on ignore quelles seront les répercussions morales de sa maladie, sans compter les nombreux fantômes qui viendront le hanter jusqu'à la fin de ses jours. Pendant 6 mois, Mike Farrar a frôlé la mort et fait de fréquents séjours à l'hôpital.
Mais le patient est resté un médecin qui, en diagnostiquant sa propre maladie, a pu échapper à la mort. Aujourd'hui, il a totalement recouvré la santé. Mais la pensée de ses enfants ne le quitte jamais. Je donnerais tout pour faire revenir mes enfants. Je donnerais ma vie pour cela. Si je m'étais trouvé dans la maison ce soir-là, je serais sans doute mort en essayant de les sauver. Aujourd'hui, je considère que j'ai de la chance d'être vivant et en bonne santé.